Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop quand même. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs rois, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 16, Série noire pour Galien. 251 était une année difficile, mais 260 va vraiment sonner la fin des haricots. 10 ans après la mort de l'empereur Trajandès, qui avait passablement secoué les Romains, la situation de l'Empire devient littéralement critique. Les Romains sont attaqués de tous côtés. À l'est par les Sassanides, à l'ouest par les Alamans et à l'intérieur par de nouveaux usurpateurs. Et le pompon, c'est que Rome va faire face, en plus de tout ça, à une tempête d'emmerdement avec une crise financière, une épidémie de peste, une armée en manque de soldats et une sécession en bonne et due forme de la partie orientale de l'Empire. Comme diraient certains, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Les auteurs romains pensaient bien que leur monde était littéralement en train de s'écrouler, avec une guerre civile sans fin qui allait consumer leurs dernières forces, trop occupées à se battre entre elles, au lieu de s'occuper des menaces aux frontières. Les Francs, suivant l'exemple de leurs cousins germains, vont profiter de cette instabilité politique pour intensifier leurs raids, leurs pillages et renforcer leurs alliances naissantes. On va maintenant essayer de vous expliquer comment, en moins de 20 ans, la situation romaine est passée de catastrophique à apocalyptique, ou l'inverse. Une nouvelle fois pour cette période, il est un peu difficile de distinguer un enchaînement clair des événements dans les sources. On ne peut pas dire qu'elles brillent par leur clarté ou par une chronologie bien précise, quand elles ne se contradisent pas carrément les unes les autres. Mais on peut toutefois essayer d'établir des étapes clés, des moments qui vont faire toucher le fond à l'Empire et aussi donner une opportunité en or aux tribus de Francs qui ont su se retirer prudemment de l'autre côté du Limès après l'intervention de Galien à partir de 255. Le fils de l'empereur a bien rétabli momentanément la situation après la prise de pouvoir de son père Valérien, l'ex-général en chef des légions du Rhin. Mais cette remise à flot a été difficile, car durant ces quelques années, la priorité absolue a été donnée au front de l'Est. On parle là de la Syrie moderne, où notre Valérien a dû reprendre la lutte contre l'Empire sassanide. Les deux superpuissances n'ont eu que quelques années de paix avant que la guerre ne soit déclarée à nouveau entre les deux. Et l'Empire sassanide est un adversaire formidable, à la mesure de Rome. Un territoire gigantesque, largement peuplé et très difficile d'accès via le désert du Proche-Orient pour rendre sa conquête virtuellement impossible. Les Romains se battent contre cet empire comme ils se sont battus contre son prédécesseur, l'Empire parthe, depuis 3 siècles. Ils ont eu des victoires, ils ont eu des temps forts, mais ils sont toujours restés à des années-lumière d'un assujettissement de ce monde-là. La priorisation des ressources en direction de la guerre à l'Est a donc dû logiquement s'intensifier pour soutenir la campagne principale menée par l'empereur lui-même. Mais tant bien que mal, Galien a réussi à tenir la partie ouest de l'Empire avec les moyens que son père lui avait confiés. Des moyens sans doute maigres en toute logique, même si on n'en a pas la preuve formelle. D'abord, en chassant les bandes de Francs et d'Alamans du nord de la Gaule, puis en rebâtissant les défenses le long de la frontière du Rhin autour des années 257-258, et enfin
en envoyant en renfort du gouverneur local de Pannonie son propre fils, le jeune Valérien II. Le jeune homme prend nominalement en charge les forces sur le Danube, l'autre frontière à risque. Un poste glorieux pour le petit-fils de l'empereur, dont le nom doit rassurer tout le monde sur la volonté de la famille de Valérien de servir et de défendre l'Empire sur toutes les frontières à risque. Un sacré Nespot, dis-moi ce Valérien, qui place sa famille au poste de pouvoir pour ensuite la répartir sur tous les points chauds de l'Empire afin d'assurer la sécurité de Rome. Son petit-fils Valérien II sur le Danube, face aux Goths, son fils Galien face aux Germains de l'Ouest sur le Rhin, et lui en Mésopotamie face aux Sassanides. Tous les gars de la famille, avec un peu de poil au menton, sont donc sur le pont pour piloter les grosses légions positionnées face aux grosses masses d'ennemis. Il est aussi doublé d'un gros malin, parce que, d'accord, l'objectif affiché est de bien sûr contrôler les périls extérieurs, mais aussi au passage de laisser un membre du clan garder un œil sur tous les généraux de province qui pourraient décider de retourner leur toge sur un coup de tête avec toutes ces belles légions sous leurs ordres. Alors que là, comme ça, ils seront tous dans la même galère, pourrait-on dire. Oui, mais cet équilibre précaire va s'effondrer spectaculairement autour des années 259-260, et s'effondrer d'une manière qui, même pour un Romain de l'époque habitué au coup du sort, doit être un peu brutale. Car un des gouverneurs de la Pannonie, c'est-à-dire l'Autriche et la Slovaquie actuelle, général en chef des légions du Danube et tuteur nominal du jeune Valérien II, décide de faire cavalier seul finalement autour de 259. Notre homme de confiance décide finalement de se révolter contre Valérien et sa famille. Il se proclame, avec le soutien de ses légions, le nouvel empereur de Rome. Une nouvelle fois, quelques belles promesses aux soldats sous ses ordres ont eu raison des serments de fidélité éternelle à Valérien et à sa famille. Sacré coup dur pour Galien que de voir son officier le plus important à l'ouest se rebeller contre lui et contre son père et menacer de foncer sur Rome pour s'emparer du trône. D'autant que Galien ne va pas vraiment pouvoir compter sur son fils Valérien II, qui, assez opportunément, meurt à ce moment précis. Enfin, possiblement avec un petit peu d'aide du dit gouverneur quand même. L'auteur de l'histoire Auguste affirme qu'on l'a assassiné sans préciser l'identité du coupable, même si on voit assez bien à qui profite le crime. Sale moment donc pour Galien, qui perd et son fils, et ses légions du Danube, et le contrôle d'une bonne partie de l'Empire au côté occidental. Vous me direz que c'est un coup du sort, mais si on a perdu le fils, il reste tout de même le père. Et oui, l'empereur Valérien, l'homme fort du régime à la tête de la plus grande armée impériale, occupée quelque part en Syrie, mais qui peut revenir en quelques mois abattre l'usurpateur. Oui, eh bien ça c'est la théorie. Non seulement parce que Valérien est occupé à 200% sur le front de l'Est durant toute cette fin de décennie et ne peut absolument pas revenir aider à l'Ouest. Mais pire encore, en 260, probablement juste un peu après la révolte du gouverneur de Pannonie, une nouvelle accablante arrive de Mésopotamie. Valérien, l'homme qui s'est emparé du pouvoir 7 ans plus tôt et qui a placé son fils Galien en charge de l'Ouest, a subi une terrible défaite. Ses troupes se sont fait écraser par les Perses sassanides en juin, dans le Kurdistan actuel. Mais si Trajandès a réussi 10 ans plus tôt, en 250, à mourir les armes à la main contre les Goths, lançant du même coup la fameuse guerre civile qui a porté notre Valérien sur le trône, ce même Valérien perd plus que la vie dans cette bataille. Son armée est écrasée et lui-même est capturé vivant par l'empereur sassanide. Une humiliation sans précédent pour un empereur romain que d'être pris par l'ennemi encore vivant. Les versions divergent sur la fin précise de l'empereur, bien traité comme prisonnier de luxe à la cour ou servant de marchepied à l'empereur perse lorsqu'il monte à cheval. Une autre version, sobre mais assez frappante, nous est livrée par le chroniqueur Aurelius Victor. Il mourut ignominieusement, écorché vif. Il y a version plus en phase avec la vision qu'ont les Romains de la sauvagerie des peuples de l'Est, mais pas forcément plus crédible. Quoi qu'il en soit, on ne reverra jamais Valérien vivant à Rome. De toute façon, son humiliante défaite a ruiné sa réputation à jamais et a laissé l'Empire totalement dégarni à l'Est avec une armée en lambeaux. La page Valérien se tourne définitivement à l'été 260 et l'Empire romain se retrouve à nouveau dans la tourmente.
Oui, c'est le bingo de la loose. Un fils mort, un père disparu à l'Est, des généraux rebelles sur le Danube qui vont bientôt être suivis de troubles en Mésopotamie. Évidemment, Galien en 260 doit faire le constat amer que les emmerdes, c'est comme les traîtres, ça vole en espadrille. Pardon, en escadrille. Et c'est pas fini. Bientôt, tous les barbares aux frontières un peu informés vont faire un rapide calcul mental du nombre de troupes encore disponibles sous Galien à ce stade. Et ce calcul, il va pas aller chercher bien loin. La conclusion reste la même et s'impose à tous. À la fin de la décennie 250-260, Rome va commencer à manquer de troupes à opposer à tous ses ennemis aux frontières, avec une nouvelle guerre civile généralisée. Pour les bandes de Francs et Alamans, à peine calmées à la suite des troupes de 254, l'année 259-260 ne signifie qu'une seule chose, c'est le retour de l'open bar. Le chroniqueur byzantin Zosime, qui écrit quelques siècles plus tard, résume la situation d'une phrase lapidaire. Les affaires d'Orient étaient si déplorées, il ne restait plus alors de commandement légitime parmi les Romains. C'était une horrible confusion, et il n'y avait presque plus de partie de l'Empire qui ne fût hors de défense. Alors, c'est sans doute un peu exagéré, mais peut-être pas tant que ça finalement. La capture de Valérien a vraiment fait exploser le semblant d'ordre dans l'Empire romain et accélère un peu plus la guerre civile avec plusieurs prétendants simultanés qui se disent que leur chance est enfin là. Et des fois que ce ne soit pas assez, au-delà des usurpations, la fameuse peste de Cyprien dont nous avons parlé à l'épisode précédent continue ses ravages au même moment à travers tout l'Empire romain. D'ailleurs, notre auteur Zosime, toujours lui, continue sa description de la situation générale en mentionnant l'épidémie mortelle qui s'abat sur l'Empire. L'auteur a même cette espèce de conclusion étrange sur l'opportunité qu'offre la peste à ceux qui ne veulent pas finir trucidés par un barbare. Il raconte que la maladie contagieuse revint d'ailleurs avec plus de fureur que jamais, et dans les temps même qu'elle désolait les villes, elle semblait rendre supportables les violences que les barbares avaient exercées et apporter une sorte de consolation à ceux qu'elle faisait mourir. Charmant. Quitte à y passer en 260 de morts violentes, une fièvre de type Ebola semble une bonne alternative à la fureur des Goths ou des Germains. Finalement, pour Galien, il n'y a pas 36 solutions à partir de 259 et surtout de 260. Avec un empire littéralement agonisant, son père occupé puis disparu, son fils aîné mort, le gros des légions de l'Empire aux mains de un ou plusieurs usurpateurs sur la frontière danubienne, notre homme ne peut pas finasser et doit parer au plus pressé avant que tout l'Empire ne parte en vrille. Le prince décide donc de se focaliser sur les combats contre les autres prétendants romains sur le Danube, à commencer par ce fameux gouverneur de Pannonie qui s'est si bien chargé de protéger son fils Valérien II. Et comme son père 7 ans auparavant, Galien mobilise les meilleures troupes de Gaule et part pour l'Est. Enfin, le prince, c'est vite dit. On est bien d'accord, Galien n'est que vaguement plus légitime que n'importe quel autre général grâce à son père. Mais s'il veut s'imposer comme nouvel empereur, ça ne peut être que les armes à la main. Et puis ce n'est pas comme s'il avait vraiment le choix au final. Aucun usurpateur ne laissera jamais vivre le fils aîné de l'empereur précédent. Donc pour Galien, c'est tout simplement une question de vie ou de mort, littéralement. Et quant aux barbares divers et variés aux frontières, ça peut difficilement être la priorité tant que la guerre civile n'est pas tranchée. Et à la réflexion, je trouve que les auteurs antiques sont un peu sévères avec Galien, l'alcoolique brouillon détesté par le Sénat. Avait-il vraiment le choix? Dégarnir la frontière du Rhin semble une option catastrophique pour Galien. Mais je ne vois pas trop quelle autre option il avait à ce stade. C'était Charybde tout de suite ou Scylla demain. La belle affaire. Mais Galien n'étant pas stupide, il était bien conscient que son départ et celui de ses meilleures légions pour le Danube allait forcément déclencher une réaction en chaîne outre-Rhin. Il a donc décidé d'organiser un minimum de défense pour s'éviter un désastre similaire à celui de 254 après la chute de Trajan d'Es, histoire de tenir tête à la vague qui s'annonce. D'abord, en proclamant Salonin, son deuxième fils César, un titre qui s'accompagne d'une nomination à la tête des troupes dans la forteresse de Cologne sur le Rhin. Alors, ne nous emballons pas sur les raisons de cette nomination. Salonin n'a aucune compétence militaire particulière connue vu son âge. C'est juste un adolescent, le petit frère du Valérien II qui vient juste de périr assassiné. Mais
Son nom est censé servir de point de ralliement, une figure rappelant la famille impériale aux troupes toujours prêtes à la rébellion, comme viennent de le faire leurs collègues du Danube. Galien le charge officiellement de toute la région, mais sur le point le moins chaud de la frontière, vu que la menace principale va porter au sud, côté haute vallée du Rhin, et entre l'Alsace et la Suisse moderne. Galien proclame en même temps un certain Posthume, un officier gallo-romain probablement natif de la région ou du nord de la Gaule, en charge du reste de l'armée du Rhin. En gros, Salonin, c'est pour les relations publiques, mais Posthume est là pour mener les opérations, vraisemblablement à partir de Mayence, et contrer les offensives dans ce secteur brûlant, pilonné par les attaques des Alamans. Alors on sait peu de choses de cet homme, sinon qu'il est probablement né dans la Gaule du Nord et qu'il a fait sa carrière en tant qu'officier dans l'armée. Posthume, c'est le choix de la compétence. Un homme d'action qui a fait ses preuves dans les dernières décennies, qui connaît parfaitement ce front et les ennemis, comme les troupes locales, vu qu'il vient de la région. Personne de plus crédible que lui, donc, pour mener efficacement la lutte contre les bandes de Germains prêts à en découdre à nouveau. Mais cette organisation de la défense de la Gaule contre la menace franque et alémanique n'a pas forcément que des avantages, en fait, pour s'opposer à la vague géante annoncée. D'abord, avec des forces déjà réduites pour protéger toute la frontière, on peut quand même se demander si avoir deux directions différentes sur un même front est la solution la plus efficace. Et puis, aussi se demander la pertinence de nommer un chef véritablement compétent et soutenu par les troupes et de le subordonner nominalement à un adolescent qu'il ne connaît pas, retranché dans une forteresse romaine au nord. Pas sûr que ça crée vraiment l'adhésion souhaitée des troupes à la famille impériale, mais passons. Quoi qu'il en soit, ces mesures défensives sont bien insuffisantes face à la déferlante de 260. Tout l'édifice de sécurité mis en œuvre par Galien, que ce soit la réparation des postes de défense ou l'état tampon germanique censé garder les autres bandes à l'œil, tout cela est balayé par les bandes passant à l'attaque cette année-là. Bandes numériquement bien supérieures à celles qui sont déjà venues 6 ans plus tôt et bénéficiant sans doute de l'expérience acquise lors de la vague de 254. Les forces de Salonin à Cologne et de Posthume à Mayence ne peuvent pas stopper dans un premier temps la multitude d'attaques qui submergent les milliers de kilomètres de frontières d'un seul coup. Tout au plus ralentir ou frapper quelques groupes passant à leur portée, notamment Posthume, qui semble être le véritable héros du moment, multipliant les actions dans tout le nord-est de la Gaule pour contrer les bandes qui terrorisent la région. Le héros du moment, sacré titre pour Posthume. Mais bon, rappelons-le, le but de ces expéditions n'est sûrement pas d'affronter les légions romaines ou d'occuper militairement l'Empire, mais bien au contraire, d'éviter les légions au maximum et de s'attaquer aux plus faibles, aux populations civiles, pour amener le plus de butin et d'esclaves en un minimum de temps. C'est ça la guerre de 260. Une réédition des troupes précédentes, mais à la puissance 10, en pillant tout ce qu'on peut dans les campagnes de l'Empire. Mais comme le pillage ne se décrit pas très facilement et que c'est sans doute pas aussi épique que les grandes batailles du passé, on comprendra que les auteurs passent rapidement sur les aspects réels de la chose. Ou du moins, on pourra le supposer. Du genre, c'était bien triste, mais bon. Ou les campagnes ont bien souffert de ce fléau, malgré les efforts du prince. Mais ne vous y trompez pas. La guerre de cette année-là, même pas bien documentée, est tout à fait terrible pour les populations civiles qui subissent une bonne dose de meurtres, viols, rapts et autres incendies volontaires en 260. Cette année est donc sans doute remplie d'escarmouches de Germain et d'opérations de nettoyage a posteriori, menées notamment par notre général gaulois Posthume, qui traque toutes les bandes possibles dans la région est de la Gaule si on suit les auteurs. Mais les détails de ces opérations nous échappent, et sans doute sont perdus pour toujours. Mais la recherche historique, comme l'archéologie, peuvent parfois nous aider à combler les trous, en tout cas partiellement. Car si la période reste confuse à reconstruire précisément du point de vue de la chronologie, les historiens sont à peu près certains que le front ouest souffre largement à cette saison, non seulement en Gaule, mais aussi en Italie du Nord. Et cet état de fait a été confirmé brillamment en 1992, lors d'une autre découverte archéologique surprise en Allemagne moderne, dans la ville d'Augsbourg, en Bavière. En creusant le sol pour réparer une canalisation, un hôtel appelé Hôtel de la Victoire est sorti de terre. Une énorme dalle de pierre de 1,50 m de haut, taillée autour de 230 sous le règne de, surprise, surprise, notre vieil ami l'empereur Alex,
mais qui a été martelé et réemployé en 260 pour célébrer une victoire romaine dans cette région. En gros, un autel de remerciement pour les dieux, histoire de célébrer une victoire sur les Jutung, une peuplade de la Bavière moderne appartenant à la Confédération des Alamans. Pour les historiens, ce document est extraordinaire, et il éclaire d'un jour unique cette période si embrouillée de pagaille dans l'Empire. Alors je cite l'inscription qu'on peut lire sur ce magnifique autel, conservé au musée historique d'Augsbourg et dans un état impeccable. En l'honneur de la maison divine, à la déesse Sainte Victoire, parce que les barbares de la nation des Semnons, ou Jutung, ont été taillés en pièces et mis en fuite, le 8 et le 7 des calendes de mai, par les soldats de la province de Rétie, mais aussi ceux de Germanie, ainsi que par la population, libérant par ce coup des milliers de captifs italiens, Marcus Simplicius Genialis, préfet, faisant fonction de gouverneur, dont les vœux ont été exaucés, avec cette même armée, a érigé ce monument de bon gré et à bon droit, dédié le 3 des Ides de septembre sous le consulat de notre Seigneur posthume Auguste et d'Honoriatanus. Alors, l'inscription est assez frappante pour éclairer la réalité de ce que les textes indiquent en biais. Au printemps 260, on apprend qu'une armée de Romains a pu écraser une bande de la Confédération alémanique en la taillant en pièces, sans doute quelque part dans un col alpin entre la Suisse et l'Allemagne actuelle. Et non seulement la victoire a été éclatante, comme le confirme l'inscription, mais elle a aussi permis de libérer un grand nombre de captifs romains. Une réussite assez brillante pour que l'officier local, le préfet Génialis donc, se fende d'un monument pareil pour marquer symboliquement la victoire avec un édifice à caractère religieux et politique. Attends, un peu, petit bonhomme. Si on parle de Romains libérés comme le grand fait d'armes de ton génialis, c'est forcément que la bataille est, comment dire, sur le chemin du retour des Germains. C'est une armée chargée de butin et d'esclaves qu'ils ont mis en pièces. Probablement une grande bande alémanique revenant d'un grand raid en Italie du Nord, non? Donc ton génialis, ils se vantent surtout d'avoir réussi un beau coup tactique sur une bande fatiguée de son raid et ralentie par le butin et les esclaves. Ah, ils vont bien le truc qui, à la base, est une opération de police de dernier recours, une fois le crime commis en fait. Il n'était pas dans le marketing, lui? Peut-être. En tout cas, c'est une des conclusions claires de cette brève dédicace. On a quitté l'époque triomphante des décennies précédentes, où Maximin le Thrace dégaine son armée de vétérans des quatre coins de l'Empire pour frapper au cœur du pays alémanique. Comme on l'a dit, le conflit de 260 n'a plus rien à voir avec le siècle de Tacite. Les bandes germaniques débarquent dans l'Empire romain sans pouvoir être contenues sur le Limès. La guerre contre les Germains est devenue une véritable guerre défensive sur son propre territoire. Le Limès ne servant au mieux qu'à ralentir la vague de pillards germains entrant et sortant de l'Empire maintenant, et sortant après avoir brûlé et volé tout ce qu'ils ont pu. Donc, le triomphe de notre préfet local d'avoir réussi à en écraser certains sur le retour, et seulement certains, est quand même à relativiser. Et puis, on peut aussi s'interroger sur l'armée de notre génialis. Notre officier a pu mobiliser les troupes de Réti, c'est-à-dire de Suisse et de Bavière actuelle, ce qui est bien normal puisque c'est la région concernée. Mais il a aussi eu besoin de l'aide des légions de Posthume en Germanie. Un bon coup de main du voisin pour rassembler assez d'hommes et monter une force suffisante pour contrer cette bande sur le retour. Ce qui est déjà un premier signe de faiblesse de la puissance romaine. Mais même ça n'a pas suffi pour monter l'embuscade nécessaire quand l'armée des Jutung passe dans les parages. Vous avez entendu la dernière mention de la dédicace? Les soldats de la province de Réti, mais aussi ceux de Germanie, ainsi que par la population. La population. Comme on l'avait mentionné déjà avec le premier nettoyage de Galien en 255, c'est ça l'état réel de l'Empire en 260. On en est rendu à mobiliser les milices locales, la plèbe urbaine ou les paysans du coin pour monter une force capable de frapper l'ennemi, en tout cas sur le front de la Germanie. Les officiers, ou gouverneurs ou préfets dans le cas de Génialis, mobilisent qui ils trouvent, les derniers hommes valides, pour tenter de sauver les prisonniers et le butin qui peut encore l'être. Une armée de briquets de broc avec tous ceux qui peuvent tenir un bâton ou une fourche pour sauver les Romains en route pour l'esclavage. Les Romains n'arrivent à vaincre désormais que via une embuscade de raccros en profitant du terrain. Un peu à la manière des Alamans contre Maximin le Thrace 25 ans plus tôt, sauf que la guerre asymétrique est cette fois conduite par les Romains
et plus par les Germains. L'armée de Galien, qui se bat contre ses propres ennemis dans les Balkans, et aussi contre les bandes germaniques qui sont passées en Italie, ne peut plus secourir ce bout d'empire autrement qu'en leur disant de se débrouiller avec leurs propres moyens. Et ça, difficile de conclure autre chose que ça sent un peu le roussi quand même. Et on part seulement des Yutung, une simple composante de la Confédération alémanique. C'est une bande qu'ils ont mis KO avec une belle embuscade. Mais combien d'autres ont dû passer et piller tout à volonté avant de revenir sans tomber nez à nez avec un officier romain décidé et débrouillard? Oui. Mais il y a une autre indication extraordinaire dans ce texte. Un autre indice critique que les historiens qui tentent de reconstruire la chronologie des événements n'ont pas manqué de lire là-dedans. Un petit détail, mais qui a son importance. Je parle de la date, bien sûr. Enfin, des dates. La victoire sur les Joutung est réputée avoir eu lieu en avril 260. Une date qui tombe bien, sans doute assez proche de la grande bataille catastrophique de Mésopotamie, où l'empereur Valérien perd son armée et sa liberté. Mais une date qui confirmerait d'ailleurs l'hypothèse que vraisemblablement, la chute de Valérien n'est pas la cause, mais un simple accélérateur du cataclysme général de 260. En tout état de cause, notre génialiste remporte sa victoire au moment où l'Empire est déjà en crise généralisée et où la guerre civile qui a débuté entre Galliens et les prétendants ne va faire que s'accélérer avec cette nouvelle catastrophique à l'Est. Mais ce n'est pas la seule date intéressante du document, car il y a une deuxième date sur la stèle, une date tout aussi significative, celle de la dédicace, le 3 septembre de cette année, 4 mois après la victoire. Un peu troublant, non? 4 mois, c'est long pour retailler une inscription sur un hôtel déjà existant. C'est même très long. Pas besoin de 4 mois pour effacer le nom de l'empereur Alex et remplacer tout par une autre inscription. Pour quelle raison un tel décalage entre les deux dates? Celle de la bataille et celle de la consécration du monument? Pour les historiens, une explication possible se dessine si on réfléchit plus largement aux événements de l'année 260. Notre général Marcus Genialis a fait son devoir de Romain en écrasant les Germains pour le compte nominal de l'empereur Valérien au printemps de cette année-là. Mais à un moment où l'Empire est déjà en train de vaciller, les semaines qui suivent ont dû confirmer la défaite de Valérien, cumulée à la guerre civile que mène Galien dans les Balkans, et finir d'achever le semblant d'autorité qui maintenait l'Empire en un seul morceau. L'été arrivant, tout le monde réalise qu'une guerre civile généralisée s'installe dans l'Empire et que plus rien ne garantit la succession naturelle de Valérien par Galien à ce stade. Galien est en réalité pas plus qu'un prétendant parmi d'autres. C'est en cela que la date de la consécration de l'hôtel de Génélis est intéressante. Une longue période de 4 mois que notre préfet local laisse sans doute s'écouler pour voir comment va tourner la situation générale et qui va triompher finalement de ce grand bazar. Histoire de ne pas se faire prendre avec une inscription décalée qui le mettrait en porte-à-faux avec le nouveau patron, quel qu'il soit, et qui l'oblige à reprendre la stèle et à tout refaire. Et au 3 septembre 260, sur cette belle dédicace de la stèle d'Augsbourg, on ne trouve nulle mention de Valérien ou de Galien, aucune trace de fidélité à la famille impériale. Par contre, on trouve une belle mention à ce bon vieux Posthume qui a prêté ses troupes de Gaule pour repousser les Joukountes. Postumus Auguste même. Auguste, bizarre. Je ne sais pas, cette petite mention finale de notre seigneur posthume Auguste en bas d'un hôtel a quand même un petit parfum de crise du IIIe siècle quand même, non? Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.